Depuis septembre, je fais du théâtre et en milieu d'année, chacun a interprété un texte de son choix devant un petit public constitué essentiellement de nos proches. L'idée était de rendre compte du travail réalisé depuis le début des cours. J'ai choisi d'interpréter un extrait du livre de Delphine Orviller, « Il n'y a pas de hasard ». Quelques lignes ont capté mon attention, m'ont bousculé. En les lisant, je savais que j'avais touché à quelque chose de fort. Les voici. Je crois que c'est la pire chose qui puisse nous arriver dans l'existence. Ne manquer ni de sel, ni de tendresse, ni d'amour. Parce qu'alors, il n'y a aucune raison de se mettre à parler, à écrire ou à créer. Je crois que c'est là le début de En création. Ici, je pars à la rencontre d'artistes et je vous embarque avec moi. Quels liens entretiennent-ils avec leur art ? Et si nos manques étaient la source vive du processus créatif ? Comme si on ne pouvait pas se passer de nos failles pour créer. Je me rends au plus près, sur le terrain de leur création, pour en explorer le mystère, ce qui les inspire, ce que produit l'acte créateur à l'intérieur d'eux, ce qu'ils trouvent dans leur art qu'ils n'ont trouvé nulle part ailleurs. Entre bribes intimes et sons immersifs, vous plongez dans un ailleurs qui vous emmènera peut-être quelque part. Exit l'absolu de soi, la sensation de plénitude ou autre proposition marketing en tout genre. Ici, on est fêlé, effiloché, un peu boiteux et surtout heureux. Bienvenue sur Ce qui nous lie en création, le podcast qui fait l'éloge de nos manques. Oh là là, ah oui, c'est incroyable. Un petit peu changé aussi. C'est génial. Attends. Non, mais si, je l'ai vu. En fait, quand t'es venu, il y avait encore pas mal de bordel sur le plateau. Ah non, c'était il y avait plein de... Il n'y avait pas tout ça, on n'avait pas construit la boîte. Ah mais pourquoi on n'y reprendra plus, allez. On met debout un texte, j'aime bien cette expression, à notre façon. Ce joli petit démon de Madame Aubin, elle fait de moi ce qu'elle veut. En principe, ne jamais avoir comme cliente une jolie femme et une femme mariée, c'est très dangereux. Ça me bouleverse et à chaque fois que je vois des comédiens jouer, je suis très impressionnée. L'after de l'opéra. Elle m'avait dit à 2h place Vendôme. Il faut qu'ils aient confiance en moi pour oser y aller. Et j'ai attendu jusqu'à 3h. Ça crée en moi un émerveillement de voir le spectacle se créer sous mes yeux. Furieux. Bon, je rentre en me cossant dans l'idée du bonne nuit, et là j'arrive devant la porte, crac. Victoire est connue en tant que metteuse en scène pour l'adaptation et la mise en scène au théâtre du célèbre roman d'Olivier Bourdeau, En attendant Bojangles. Sa trajectoire m'a tout de suite accrochée, un virage à 360 degrés, une rencontre passionnée avec le théâtre qui a bouleversé sa vie. Lorsque je la rencontre, je pressens que son parcours peut vraiment matcher avec ma nouvelle capsule sur la création. Je ne sais pas encore quelle forme cela va prendre. Alors quand je l'écoute, sa rencontre avec le théâtre, je suis transportée. Je capte tout de suite le pouvoir de réanimation que cet art a eu sur elle, à tel point qu'il ne la quittera plus jamais. Victoire est devenue metteuse en scène alors que rien ne l'y prédestinait. Je me retrouve, soit face à un mur, soit face à un vide. En tout cas, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est pas possible de continuer comme ça. Donc, ça faisait 6 ans, peut-être 5 ans, que je travaillais dans ce secteur des médias et de la vente ou l'achat d'espaces publicitaires. Je n'avais fait que ça de ma vie professionnelle parce que quand je suis sortie de mes études à 24 ans, je ne savais pas quoi faire de ma vie et on m'a dit « Le web, c'est très porteur, tu vas trouver du boulot là-dedans. » Et donc, je suis rentrée là-dedans. Et donc, j'ai changé de boîte. J'ai fait 3-4 boîtes en 5 ans, toujours dans le même domaine et toujours sans m'épanouir.
Et en effet, en ne voulant pas me l'avouer, donc régulièrement, je me posais des questions, puis je changeais de boulot, de boîte, et puis je me disais, ça va passer. Sauf qu'à un moment, quand même, je voyais bien que ça ne le faisait pas. Donc c'est quelque chose d'intérieur qui se passait dans le corps. Le corps commence à s'exprimer. À ne plus dormir. Donc les insomnies ont été une grande source de problèmes, mais aussi un signe énorme que quelque chose n'allait pas du tout dans ma vie. Et carrément ensuite les angoisses. Donc je faisais des angoisses qui se manifestent sur le corps, des douleurs dans le bras. Très bizarre. Et donc à un moment, j'étais obligée de l'écouter. Je ne pouvais plus faire abstraction. Et puis ça a mis du temps, j'ai mis du temps à comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. J'ai cru que c'était ma vie perso qui n'allait pas. Parce que à l'aube des 30 ans aussi, on se pose des questions. J'en suis où ? Bon, pour le moment, j'ai pas trouvé l'homme de ma vie. On se pose. Enfin, je crois que pas mal de filles se posent cette question-là. C'est aussi l'âge où on commence à se dire est-ce que je vais faire des enfants ? Donc, je me posais la question autour de ça. Et puis, jusqu'à ce que je comprenne que une grande partie du temps qu'on passe dans notre vie, c'est aussi notre travail. Et là, j'ai fini par me dire, mais en fait, le vrai problème, c'est le travail. C'est ce qui occupe 90% de mon temps, ou presque. Il faudrait que je sois satisfaite et heureuse dans mon travail. Et le travail que je faisais ne me correspondait pas du tout. Mais du tout. Je me suis fait violence pendant des années à être dans un secteur qui ne me plaît pas et qui ne m'intéresse pas. Donc j'avais beau vouloir me forcer à devenir experte dans le domaine des médias, ça ne rentrait pas. Et après, d'un métier de marketing, j'ai bifurqué vers le métier carrément commercial où je vendais des espaces pubs. Donc il fallait avoir cette démarche de vendeuse. Et quand on n'a pas la fibre commerciale, mais c'est d'une violence de devoir aller vendre de la publicité à quelqu'un, eh bien pourtant j'y arrivais. J'avais des excellents résultats. Je me suis fait beaucoup d'argent, parce que le métier de commercial, comme tu es payé à la com, tout ce que tu vends te rapporte de l'argent. Et puis le web, on m'avait pas menti là-dessus. Il y avait du boulot, il y avait du potentiel, et on peut bien gagner sa vie. Donc tout se passait bien. Et à chaque réunion commerciale du lundi matin, j'avais des super tableaux, rapports d'activité avec des jolies ventes de campagnes publicitaires. Mais à quel prix ? À quelle souffrance ? Qu'est-ce que je m'infligeais ? Jusqu'au jour où on ne peut plus, où on n'en est plus capable. Oui, ce sont des discussions avec mes proches, avec mon père, avec mon frère, qui m'ont fait réfléchir à comment évoluer. Comment sortir de ce pétrin ? Parce que j'étais bloquée dans cette entreprise, dans ce CDI, et puis dans cette vie aussi, toujours un peu cloisonnée. Malgré 3 ans passés en Espagne, bon, j'étais revenue, et puis j'étais à nouveau dans ce cercle assez restreint, avec aussi, il faut le dire, autour de moi, des amis qui travaillaient tous dans les mêmes domaines, c'est-à-dire finance ou marketing, si je schématise un petit peu. Et donc, qu'est-ce qui existe d'autre ? Et ça, je ne le savais pas. Et ça, je trouve que c'est un vrai problème. Je ne sais pas si ça s'arrange aujourd'hui, mais quand on est jeune, on ne sait pas quels sont tous les métiers possibles, quelles sont toutes les voies possibles. Et donc, on ne peut pas imaginer. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est mon père, lors d'une discussion en tête-à-tête, qui me dit « Mais repense au théâtre, tu aimais tant ça. Est-ce que tu ne pourrais pas aller faire un stage dans un théâtre ?» Et il a eu carrément l'idée d'un producteur qu'il connaissait de plus ou moins loin, un producteur qu'il connaissait vaguement à Buenos Aires. Et or, à Buenos Aires, en Argentine, on parle espagnol, donc j'avais l'espagnol pour moi, étant donné que j'avais passé 3 ans en Espagne. Donc tout d'un coup est arrivée l'idée de peut-être qu'il fallait que j'aille faire un séjour à Buenos Aires, prendre du recul, et en plus
allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire trouver une activité qui m'ouvre les possibles. Et ça, c'était une grande idée. Et c'est vrai que tout de suite, ça m'a plu. Donc, j'ai appelé ce producteur à Buenos Aires en me présentant et en lui disant que j'étais prête à venir faire un stage bénévole dans son théâtre. Et là, il a dit OK. C'est sûr qu'il m'a dit bénévole, oui, si tu viens. Il avait rien à perdre. Il était français. Donc, il était marié à une Argentine et il était français. Donc, c'est comme ça, j'ai pu communiquer facilement avec lui. Et là, j'ai donc demandé à Lagardère, à ma chef de l'époque, chez Doctissimo, si je pouvais prendre des congés sans solde. Donc, j'ai été dans la prudence. C'était une expérience que j'allais faire. Donc, je n'allais pas tout plaquer. Donc, j'ai pris 4 mois de congés sans solde. Je crois que c'est moi qui ai décidé de cette période. Je pense que 6 mois, ça me faisait peur, ça me paraissait trop long. 2-3 mois, c'était trop court. Donc, j'ai opté pour 4 mois. J'ai demandé 4 mois de congés sans solde pour aller faire une expérience dans un théâtre à Buenos Aires. Ils m'ont regardé avec des gros yeux en me disant « Écoute, si tu veux faire ton expérience, vas-y. C'est pas pire que si tu prenais un congé mat. » Et c'est vrai que c'est à peu près la même durée en plus, je crois. Donc ils m'ont dit oui. Je devais partir un 3 février et je suis partie un 21 février. Il m'a fallu 18 jours pour me préparer. Je n'étais pas assez prête. Je n'avais pas assez anticipé. Je ne m'étais pas projetée. Et donc, en fait, la peur du saut dans le vide était tellement forte que j'étais paralysée, tétanisée. Les douleurs, alors plus fortes que jamais. Et pourtant, c'était une sorte de libération, mais peut-être justement, je pense que je savais inconsciemment ou intérieurement que il se passait quelque chose de très très important dans ma vie, que ça allait peut-être tout faire basculer. En échange de mon travail là-bas non rémunéré, je pouvais suivre tous les lundis soirs 4 heures de cours de théâtre dans le groupe des débutants. C'était génial. Le théâtre argentin, c'est le corps avant tout. Donc, je me revois transpirer pendant ces cours de théâtre. Ils nous faisaient nous ramper par terre, faire des animaux, hurler. Je sortais de là vidée et en même temps remplie. Ça faisait un bien fou. Le lieu, il est génial. C'est une maison. D'ailleurs, il s'appelait, je crois, la Casa Timbre au départ. Le nom du théâtre s'appelle Timbre 4, ça veut dire la sonnette numéro 4. Parce que c'était vraiment une maison au numéro 4 où on sonnait pour entrer. Donc très familial, avec une petite équipe d'Argentins, artistes, chaleureux. Et là aussi, j'ai retrouvé un accueil chaleureux. Ils sont dans les gestes, ils te prennent dans les bras. Quand on se dit bonjour, on se prend dans les bras, quoi. Un abrazo, c'est vraiment... Et donc, ça faisait du bien. Quand on arrive toute chétive, toute fragile, bouleversée dans sa vie, on ne sait pas où on va, on est un petit peu maternée, sans être prise pour une enfant, mais accueillie comme les autres. Et puis, avec dedans une ambiance incroyable, une énergie créatrice folle. Et j'ai été tout de suite intégrée, je voyais tous les spectacles qui se jouaient, donc j'ai été plongée dans le théâtre, dans ces spectacles argentins très forts en intensité, c'est très sur la psychologie des personnages, j'étais bluffée. Ça m'a replongée dans l'espagnol aussi tout de suite, j'ai retrouvé mon niveau assez rapidement. Et il y avait toute une vie dans ce lieu. J'étais dans un milieu un peu fermé à Paris. Et donc là, je me suis retrouvée dans un milieu super ouvert où déjà personne n'a le même look. Et puis, tout le monde s'autorise à faire ce qu'il veut. Donc, le barman prenait des cours de théâtre et puis mettait en scène un spectacle. N'importe qui pouvait faire plusieurs choses. Et donc, ça semblait plus accessible, en fait. On accueille tout le monde et chacun peut faire ce qui lui chante. Et quand je me souviens, quand on parlait de ma vie ou de ma profession, il y a une comédienne qui était là et
et qui m'a dit pourquoi pas toi, tout simplement. Une question que je ne m'étais jamais posée de ma vie. Alors que j'adorais ça, pour moi, le théâtre était un hobby, forcément. Ça ne pouvait être qu'un loisir. Je rentre en France et je mobilise tous les contacts possibles pour travailler dans ce métier. Donc c'est vrai que ça a commencé par le Théâtre du Soleil, parce que j'avais rencontré à Buenos Aires un metteur en scène et comédien du Théâtre du Soleil. Donc déjà, j'ai débarqué, à peine arrivé à Paris, coup de bol. Je fais un stage, bénévole toujours, chez Ariane Mouchkine à la cartoucherie. Donc c'est vrai que c'est énorme, pendant 1 mois. Et j'ai observé tout ça. J'ai pas fait grand-chose. J'ai fait la vaisselle, la cuisine et quelques aides sur le plateau. Mais c'était très enrichissant. Ensuite, en effet, je suis partie pour Avignon. J'ai compris que le Festival d'Avignon était un endroit clé et j'ai pu travailler comme attachée de presse, accueil professionnel d'un spectacle d'une jeune comédienne. Puis, je rentre à Paris et c'est la rentrée et je continuais d'envoyer des mails à droite à gauche aux gens qu'on me recommandait. Et une de mes amies me dit qu'elle suit des cours de théâtre amateurs avec un comédien de la troupe d'Édouard Baird qui s'appelle Christophe Menet et à qui je dois beaucoup. Et ce Christophe Menet me répond et me dit passe nous voir, je vais travailler avec Édouard Baird à la rentrée de septembre. Nous avons un spectacle qui commence au Théâtre Marigny et peut-être qu'on peut te faire venir en stage. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis un petit peu imposée auprès d'Édouard Baird. Ils ont accepté de me signer ma convention de stage et j'étais partie pour 3 mois avec eux, en tant qu'assistante de production plutôt. Donc, c'est vrai, j'étais au départ l'assistante de la productrice, ce qui ne m'empêchait pas d'assister aux répétitions. Et là, j'étais émerveillée. Et plus j'assistais aux répétitions, moins j'avais envie d'en partir. Et quand on me disait, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller acheter le tissu pour le décor, j'étais dégoûtée en me disant, je vais rater 1 heure de répétition. En fait, c'est là que je veux être, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Vous pouvez être ouvert sur lui. Blague à la Ouvert con, ça sur fait lui. rire, toi. Ça, c'est le moment de connivence, vraiment. Il n'a qu'à être malade, celui-là. Je le soignerai. Et là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il est incollable. Recommençons. C'est la fin du premier épisode. Alors s'il vous a plu, foncez découvrir la suite dans le 2e épisode. Merci pour votre fidélité à ceux qui nous lient.